Madame, Monsieur, Yaorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce samedi 22 août. Mésaventures pour le Dory 2. À seulement 2 jours de son premier voyage vers les Tuamotu Ouest, impossible de charger le fret à Papeete en raison d'un désaccord sur son emplacement avec le port autonome. Un bras de fer finalement débloqué ce matin. Après les cartables, il est temps de choisir les activités de l'année. À Papeete, Back to School s'associe à Back to Sport pour permettre aux familles de tester avant de s'engager. Sport, culture ou tradition, il y en a pour tous les goûts. Après d'un mois du scrutin, la bataille des sénatoriales se précise. Tevaro Fritsch repart en campagne, cette fois avec Vaiana Tematua Estol comme suppléante et une candidature affichée sans étiquette. Bilan, ambition, stratégie, il répondra à nos questions ce soir. Il devait charger son fret dès hier, mais le Dory 2 a passé la nuit à attendre de pouvoir se mettre à quai. En cause, un désaccord avec le port autonome sur son emplacement. À 2 jours de son premier voyage, la situation s'est finalement débloquée ce matin. Les précisions avec Thomas Chabrol. Coincé dans la rade dès le début de soirée par les remorqueurs du port autonome, puis par ce bateau en matinée, le Dory 2 attend le feu vert pour accoster face aux entrepôts de stockage de fret. Sur le quai, 1200 tonnes de marchandises attendent depuis hier d'être embarquées, soit 700 palettes. Selon l'armateur, le port ne souhaite pas que le navire occupe ce quai. Donc là aujourd'hui on nous oblige d'aller à Laranoui, de l'autre côté du port, pour transférer le fret par élévateur. Donc je vous laisse le soin de calculer le nombre de voyages qu'il faudra faire avec le taux d'accident qu'il peut y avoir sur la marchandise et sur les personnes. Donc il est hors de question qu'on fasse ça. Le bateau dispose pourtant d'une rampe arrière lui permettant d'effectuer le chargement et le déchargement de manière autonome et sécurisée, même sur ce quai à Motuuta, selon son armateur. Hier soir et ce matin, plusieurs alternatives ont été proposées au port. Tout aurait été refusé, jusqu'à l'intervention à 8 h du capitaine du Maristella 4. Le navire qui doit effectuer des travaux à bord ne repart pas avant le 2 septembre. On va essayer de leur donner une solution pour qu'ils puissent embarquer leurs marchandises et qu'ils puissent partir dans les temps lundi. Donc nous, on va en concertation avec les membres d'équipage, et là je vais prévenir la compagnie qu'on va bouger le bateau, on va se mettre de l'autre côté. Et lundi, une fois que le Dory sera parti, on viendra reprendre notre place. Une solution de solidarité entre marins acceptée par la capitainerie. Le Dory 2 peut engager ses manœuvres pour accoster et charger les marchandises. Mais derrière ce déblocage, des questions restent en suspens, car lundi, l'embarquement des passagers pourrait être perturbé à son tour. Le navire doit utiliser le terminal de croisière, une organisation qui représenterait 30 millions de francs de dépenses supplémentaires par an pour la compagnie. On ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on doit aller sur ce terminal, puisque on sait d'ailleurs que pour d'autres armements comme le TOAP, il embarque ses passagers sur son quai, qui embarque le fret et les passagers. Donc là aussi, on ne comprend pas pourquoi il y a 2 poids 2 mesures sur ce genre de situation. L'armateur assure comprendre les impératifs de sécurité. Il indique avoir déposé une demande pour mettre en place le dispositif ISPS de sûreté sur la zone de Motuuta. De son côté, le port autonome souligne avoir proposé dès hier soir 18 h une solution au Dory 2, s'amarrer à 70 mètres seulement de sa zone de fret, une proposition rejetée par la société. À Manihi aussi, l'arrivée du Dory 2 prévue jeudi fait bouger les lignes. Une bite d'amarrage empêche le déchargement du fret sur le quai. Plutôt que d'attendre les travaux prévus en septembre, le maire de l'atoll a pris l'initiative de le faire retirer lui-même. Les travaux ont commencé ce matin avec une entreprise de l'île. Et on revient à Papeete, une semaine après la rentrée scolaire. Place maintenant aux activités périscolaires. Danse, roadheiti, haltérophilie, bras de fer ou encore massage traditionnel. Ce matin, petits et grands ont pu tout tester avant de faire leur choix. Notre journaliste Meriteato était sur place. Difficile parfois de faire un choix.
Alors aujourd'hui, dans les rues de Papeete, petits et grands sont venus tester. Sur les stands, pas seulement des brochures, ici on se renseigne et on découvre une activité à laquelle on ne pensait pas. C'est une première pour la Maison de la Culture. Il était effectivement important pour nous de montrer finalement ce que la Maison de la Culture propose en termes de cours, d'ateliers, même pour la médiathèque. Et donc du coup, pour nous, l'important c'est dans nos cours et nos ateliers, c'est d'accueillir un plus large public. Parmi les nouveautés proposées par la Maison de la Culture, l'apprentissage du Reo-Triti, une initiation destinée notamment aux tout-petits pour leur permettre de se familiariser avec la langue dès le plus jeune âge. Je m'informe pour ma petite, comme elle aime bien tout ce qui est livre, voilà. Et comme ils présentent aussi du Reo-Triti, c'est important aussi pour nos enfants haïtiens d'initier notre langue. Voilà. À quelques mètres, changement d'univers, haltérophilie, force athlétique ou bras de fer, les visiteurs peuvent s'initier à des disciplines qu'ils connaissent parfois très peu. Voilà, c'est plutôt la motivation, pas vraiment transmettre le bras de fer, mais voilà, la motivation du sport, quoi. Il s'est entraîné et tout. Et oui, après je me suis dit peut-être je peux faire aussi. Il faut avoir de la force, hein, pour faire, ouais. Il y a des techniques à faire aussi, hein, de bras de fer. Hein. Ça s'apprend. Keinokia est venu essayer le soulevé de terre pour la première fois. Un premier contact qui pourrait même servir son prochain projet, intégrer l'armée de terre. C'est impressionnant. Là, c'est la première fois que j'en vois une journée comme ça. Ouais. Là, il explique bien, il explique comment éviter de se blesser. Hein. Voilà, c'est technique. Ça va m'aider aussi à maintenir la physique bien en bonne santé. Aujourd'hui, nous avons du squat, du développé couché et du soulevé de terre. Ça, c'est pour le powerlifter. Après, en deuxième partie, nous avons de l'haltérophilie, de l'arraché et de l'épaulé jeté. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et le sport n'est pas seulement une affaire de performance, c'est aussi du plaisir qui peut passer par la danse. Notre objectif, c'est vraiment de partager ça, un peu cette ambiance, s'amuser tout en bougeant, se dépenser et essayer de promouvoir le sport à travers ça. Du sport à la culture, certains savoir-faire cherchent eux aussi à trouver leur place auprès des jeunes générations. Oui, très important. Et pour montrer aux jeunes et pour les inciter aussi à revenir un petit peu sur nos moyens que nous avons de notre savoir-faire. Tester avant de choisir, découvrir avant de s'inscrire. Pour cette rentrée, Back to School et Back to Sport ont offert aux familles un terrain d'expérimentation grandeur nature entre nouvelles passions, traditions à transmettre et peut-être, pour certains, le début d'une nouvelle vocation. Et au conservatoire artistique, les inscriptions sont désormais closes. Sur place ou en ligne, les futurs élèves ont fait leur choix pour cette nouvelle année. Une rentrée avec plusieurs nouveautés, de nouvelles formations, un éveil culturel pour les plus petits et pour la première fois, un thème qui servira de fil rouge à tous les enseignements. Fabien Dinard, directeur du conservatoire, au micro de Mériteato. Dès la première minute, tout de suite on voit 200 personnes qui font la ligne. Et cette année, il y a eu beaucoup moins. Et puis, c'est grâce à cette inscription en ligne où les parents ils arrivent à bloquer un créneau. Alors, le thème que nous avons retenu cette année, c'est Ohura Otetau, le cycle du temps. Ohura Otetau, c'est une formation qu'on a eue avec l'association de Hepo à bord sur l'observation de notre environnement. Et cette formation nous a tellement marqué que j'ai souhaité que notre école puisse le mettre en chorégraphie, en chant, en musique. Donc ce n'est pas seulement la section classique, traditionnelle, qui va exploiter ce thème, mais c'est toutes les trois sections, les arts de la scène, aussi bien en théâtre qu'en lyrique, que dans les musiques classiques. Donc ce thème va être exploité selon le regard de chaque professeur. Parlons politique à présent. Après d'un mois des sénatoriales, le sénateur Tevaro Fritsch a tenu une conférence de presse ce matin. Aux côtés de Nicole Boutot, cofondatrice du parti Yoratenun A, le sénateur est revenu sur ses 6 années de mandat et a dévoilé les grands chantiers qu'il entend porter par la suite. Il a également présenté sa suppléante Veiana Tematua Estol, adjointe au maire de Papeete. Une candidature affichée sans étiquette. Tevaro Fritsch est avec nous ce soir. Yoran.
Tavana Tevarofric. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors tout d'abord, vous avez donc officialisé ce matin votre candidature au sénatorial. Il y a un mois sur notre plateau, vous disiez d'abord vouloir faire le tour des Tavana. Alors qu'est-ce qui a fait peser sur la balance ? Alors effectivement, je voulais donner du sens à cette candidature. Pas simplement dire parce que je suis sortant, il faut revoter pour moi et je dois me représenter. Et j'ai souhaité rencontrer nos Tavana, ceux qui m'avaient fait confiance il y a 6 ans, et puis aussi beaucoup de Tavana et de nouveaux élus communaux, parce qu'en fait les dernières élections communales ont mis en place des nouvelles majorités avec de nouveaux élus. Ceux qui ont gagné aujourd'hui ont vaincu finalement dans les urnes sans étiquette et arrivent pour, on va dire, imprégner une nouvelle génération aussi dans nos communes. Et donc j'ai tenu à faire ce tour pour voir si cette candidature avait du sens, s'ils ont estimé que le bilan, le boulot que j'ai fait, on va dire, le job que j'ai tenu à Paris les a satisfaits, et puis surtout si je pouvais, au travers de cette campagne, apporter de nouvelles idées. Si je me présente aujourd'hui, c'est que la réponse a été oui. Teva, il faut te présenter. On souhaite que tu sois partie prenante. Et puis chacun fera son vote, bien évidemment. Alors on parlait de sans étiquette. Cette fois, vous partez donc sans l'étiquette du Tapura, qui vous avez pourtant fait élire en 2020. Comment on fait campagne pour le Sénat quand on n'a plus d'appareil de parti derrière soi ? Eh bien, alors on ne refait pas toute l'histoire de ce qui s'est passé avec le Tapura, mais le Tapura n'est pas mon adversaire. Parce qu'en fait, quand vous regardez dans les conseils municipaux, c'est l'élection par essence où en fait on est élu d'abord pour sa commune. La plupart, quasiment toutes les listes finalement, ont un peu de Tavini, un peu de Fanotia, un peu de Tapura, et puis de la société civile. Et puis l'autre chose que je voudrais dire, c'est que les problèmes communaux, ils n'ont pas de couleur politique, ils n'ont pas d'étiquette. Donc ceux qui les portent à Paris, à mon sens, doivent le faire sans étiquette. Je travaille aujourd'hui aussi bien avec toutes nos institutions, que ce soit Tony Géros à l'Assemblée, que ce soit Moïta Broderson à la tête du pays, que ce soit les présidents de partis autonomistes, avec tout le monde. J'ai travaillé avec Mariana Arbelot sur cette loi sur le nucléaire, et je crois qu'il est important, avec Nicole Sanquer, avec tout le monde, et il est important, je crois, de choisir surtout celui qui veut faire le job et qui va siéger en notre nom à tous à Paris. On ne fait pas là le choix d'une étiquette politique pour les territoriales de 2028. Il ne faut pas mélanger, à mon sens, les élections. Donc 6 années de mandat, vous êtes donc sénateur sortant, on le rappelle, vous demandez un nouveau mandat sur la base de votre bilan. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, que les grands électeurs vous fassent à nouveau confiance ? Quel est votre bilan de ces 6 dernières années ? Alors, j'ai beaucoup bossé. Il faudrait beaucoup de temps pour en parler. Il y a un document que je vais mettre en ligne. J'appelle tous ceux qui souhaitent se renseigner à venir sur notre page Facebook. Il y a sur Internet beaucoup de choses qui sont mises. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que, en fait, être sénateur, j'étais avant ministre, vice-président de la Polynésie, et j'ai eu des rapports avec l'État. Mais être sénateur, c'est entrer dans l'appareil d'État et c'est mieux comprendre comment fonctionne la République. Et donc, pendant ces 6 ans, j'ai beaucoup appris aussi. J'ai beaucoup appris, tisser des réseaux, nouer des liens, construire une confiance. Et c'est aussi pour ça que j'ai réfléchi avant de me représenter, parce que c'est beaucoup de sacrifices. J'étais beaucoup à Paris. On me disait, on ne te voit plus à Tahiti, on ne te voit plus dans nos îles, mais parce qu'il faut être présent là-bas. Il est important de choisir quelqu'un qui y va. Et je pense que ce serait dommage, après ces 6 ans, finalement, de tout casser, de remettre quelqu'un qui irait à nouveau reconstruire. Je ne dis pas que je suis le seul à pouvoir le faire, mais cette expérience que j'ai aujourd'hui, du gouvernement ici et là-bas, à mon avis, peut encore servir et être mise à profit de nos élus communaux, parce que c'est à eux d'abord que je m'adresse, notamment ceux des archipels que je ne vais pas forcément pouvoir voir dans ce temps qui nous reste. Je suis votre sénateur et je souhaite l'être à nouveau, mais aussi de nos Polynésiens. On accompagne les fonctionnaires d'État, on accompagne les étudiants, les militaires, tous ceux, les malades aussi, tous ceux qui souhaitent à un moment avoir un coup de pouce, un appui. Eh bien on est là aussi pour eux. Donc ça veut dire qu'il faut, à mon avis, choisir un sénateur qui va aller à Paris, qui va siéger en notre nom à tous et pas porter simplement une couleur politique. Alors si vous êtes réélu, quelles sont les missions que vous allez poursuivre ? En priorité, on sait que vous mettez un point d'honneur aussi à donner plus de pouvoir aux communes et aux Tavana. Quelles sont vos autres priorités ? Ça, c'est un point essentiel qu'on touche parce qu'on a avancé avec l'article 43-2 que Lana Tetuanui et moi-même, je trouve qu'on a formé plutôt un bon duo. On a réussi à faire voter. Mais on souhaite, et c'est un peu ambitieux, libérer les communes, c'est-à-dire aller davantage leur donner aussi les moyens d'exercer ces nouvelles compétences. Et puis, je crois qu'on gagnerait tous, y compris le gouvernement de la Polynésie, quel qu'il soit, à démultiplier la capacité à agir au plus près de nos populations. Je souhaite effectivement intervenir aussi sur les sujets sociétaux.
on a une fracture sociale qui est importante. Nous avons de plus en plus de personnes qui aujourd'hui cherchent des ressources en Polynésie. Il faut aller mobiliser des financements d'État. Il faut aussi se préparer aux effets du réchauffement climatique. C'est un sujet que j'ai creusé à Paris au nom du Sénat, au nom de la nation. Et je crois qu'il y a aussi là des choses à faire parce que les premières concernées par le réchauffement climatique, la montée des eaux, l'acidification de l'océan et puis la raréfaction de l'eau potable, ce seront nos communes, donc ce seront nos populations. Et dans le cas où vous n'êtes pas réélu le 27 septembre, quelle est la suite pour vous? Est-ce que vous avez déjà envisagé ça? Je reprendrai une activité dans la société civile, mais vous savez, je suis engagé pour mon pays et mon amour pour mon pays ne va pas s'arrêter à une élection, évidemment. Puis je m'occuperai aussi des miens et de ma petite famille. Mais je crois que ce qui est important surtout, c'est pas à pas. Nous sommes rendez-vous le 27 septembre. Je dis vraiment à nos grands électeurs que je suis prêt à servir la Polynésie et à servir les communes, à construire avec les communes pour les 6 ans qui viennent. Merci beaucoup, Teva Roufrich, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on a une toute petite dernière question. Est-ce que vous croyez aux fantômes? Alors, j'en ai croisé beaucoup dans la vie politique. Alors, je vous pose la question parce que justement, depuis le 13 août, nous sommes entrés dans le mois des fantômes affamés selon le calendrier lunaire. Une période bien particulière dans la philosophie Feng Shui. Pendant un mois, les esprits seraient libres de revenir sur Terre et certains ne seraient pas vraiment bien intentionnés. Regardez ce reportage de Sam Teinaore. Dans la culture chinoise, le 7e mois lunaire correspond à une période où des accidents inexplicables peuvent se produire, des accidents qui seraient provoqués par des esprits que les Chinois appellent igui. Comme la tradition chinoise l'explique, les portes de l'enfer s'ouvrent, les portes de la mort s'ouvrent et ils errent pendant un mois. Et ces accidents perturbent certaines personnes qui se retrouvent qui décèdent dans des circonstances inexplicables. Et justement, ce sont ces âmes errantes qui sont à l'origine de ces décès. Et pour éviter d'attirer ces mauvais esprits, il y a des recommandations que les Chinois appliquent depuis des millénaires. De ne pas étendre son linge tard le soir, mouillé, à l'extérieur. De ne pas sortir tard le soir, seul. De ne pas se baigner seul à la tombée de la nuit. Et se prémunir par des encens. Brûler de l'encens durant cette période de 1 mois, ce n'est pas de les chasser, ces esprits errants, c'est de les apaiser. Il est également recommandé de laisser les lumières extérieures de votre maison allumées le soir. En somme, se préserver d'un fantôme affamé peut préserver des cambrioleurs et des coups de froid. Et éviter de sortir seul le soir est recommandé en toutes circonstances. Avoram, à présent, direction Singapour où se déroulent actuellement les championnats du monde de VA à vitesse. Pour faire le point sur cette 4e journée de compétition, on retrouve notre correspondant Olivier Huc en direct de Singapour. Olivier, où est-ce qu'on en est au niveau du classement et des médailles ? Bonsoir Mika, alors on n'a pas de fantômes affamés ici à Marina Bay à Singapour, mais des rameurs tahitiens affamés de podium et de médailles aujourd'hui. En tout cas, pour le moment, il y a eu beaucoup de séries, on va dire, de qualifications. On a commencé dès ce matin avec Shelva'a en V12, Shelva'a en V12 qui s'est imposé dans sa série et s'est qualifié. Également le team OPT en V12 s'est également qualifié. On a eu également les V1 500 Open Men qui se sont élancés sur 8 séries toute la journée. On a vu Otu Iterei et également Charles Teinaore qui ont remporté le série et qualifié directement pour les demi-finales. Les autres devront passer par les repêchages. Enfin, on a eu une très bonne surprise chez les Masters 60 ans en V12 sur 500 mètres. Taravao et Rautere se sont hissés sur la 3e marche du podium juste devant Hawaï pour aller chercher une très belle médaille de bronze. Il n'y avait pas beaucoup de médailles aujourd'hui en jeu, seulement quelques finales, 4 à 5 finales. Toutes les finales, l'essentiel de finales, on les connaîtra demain et puis surtout au long de la semaine parce que les championnats clubs vont également commencer. Donc voilà, bravo à Taravao et l'équipage de Rautere. À noter également qu'on avait
Dans les Masters 60 ans, hommes et femmes, 2 représentants qui ont brillamment défendu leur chance, Albertine Telliero, Eddie Terey et puis Eric Moesian Aliaskeke chez les hommes et chez les femmes qui auront fait de belles prestations en finale mais n'auront pas atteint le podium. En tout cas, voilà, du côté de Marina Bay à Singapour, les courses s'enchaînent, quasiment plus d'une 50aine de courses. On était plus de 4 heures en direct avec Naya aujourd'hui. Le direct va s'achever dans quelques instants sur nos réseaux sociaux. On se retrouvera demain pour une 5e journée. Je vous rappelle qu'il y a 10 jours de compétition. Les clubs de plus en plus vont rentrer en lice. Aujourd'hui, dans toutes les catégories, on arrivera également sur les 1000 mètres, les 1500 mètres, les courses à revirage. Voilà, Mika, ce qu'on pouvait dire du côté de Singapour. Toujours 16 médailles d'or. Tahiti en tête, loin devant la Nouvelle-Zélande pour le moment dans ce classement des médailles. Merci beaucoup, Olivier. On vous retrouve demain pour un nouveau point sur ces championnats du monde de VA à vitesse. Et avant de refermer ce journal, un point météo. La vigilance orange pour vagues submersion est étendue au Tuamotu ouest et sud, au Gambier ainsi qu'au centre des Australes. Une forte houle sud-sud-ouest est attendue avec des vagues pouvant atteindre 5 mètres et jusqu'à 6 mètres à Rapa. La plus grande prudence est recommandée en bord de mer et pour toute sortie nautique. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. La soirée continue sur TNTV avec Waves qui reçoit la surfeuse Vahine Fierro. Puis The Voice Kids et ses premières auditions à l'aveugle et à 21h15, direction Singapour avec la team TNTV pour l'IVF VA Sprint 2026. Je vous souhaite une très belle soirée et vous retrouve dès demain à la même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.